Bienvenue dans le débat. C'est une semaine importante pour l'Ukraine. Hier, à l'issue de pourparlers à Genève, Washington et Kiev ont affirmé dans un communiqué qu'un futur accord de paix avec la Russie devra pleinement respecter la souveraineté de Kiev. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a évoqué, je cite, d'énormes progrès lors des discussions avec Ukrainiens et Européens. Le plan Trump en 28 points, concocté notamment par Steve Witkoff, l'émissaire du président américain, et le négociateur russe Kirill Dmitriev, a créé un choc à Kiev et dans les capitales européennes, tant il est favorable à Moscou. Trump a demandé à l'Ukraine une réponse avant Thanksgiving, c'est-à-dire jeudi. Zelensky, de son côté, a évoqué l'un des moments les plus difficiles de l'histoire de l'Ukraine. Les Européens ont donc soumis une version modifiée du plan américain qui remet en cause les limites proposées aux forces armées de Kiev et les concessions territoriales envisagées. Ces contre-propositions ne conviennent pas, tout simplement pas, à Moscou, a déclaré le conseiller du Kremlin pour la politique étrangère. Les 27 pays de l'Union européenne se sont encore réunis ce matin en marge d'un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine en Angola. Alors comment ce plan en 28 points peut-il servir de base à un plan de paix entre l'Ukraine et la Russie? Quelle est la marge de manœuvre de Kiev et des Européens? Quel impact sur l'avenir du vieux continent? Plan de paix de Trump, l'Ukraine est-elle sous pression? On va poser ces questions à mes invités. Valéria Faure-Muntian est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne députée La République En Marche de la Loire et ancienne présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Bienvenue à vous. En face de vous, monsieur l'ambassadeur Jean-Maurice Ripert. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ambassadeur en Russie et en Chine, auteur de Diplomatie de combat. Ce sont vos mémoires et c'est publié chez Perrin. Bienvenue également. Patrick Martin-Génier, bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. L'Europe a-t-elle un avenir? Ça, c'est sorti aux éditions Studirama. Bienvenue. Olivier Weber est avec nous, l'écrivain qui connaît bien l'Ukraine. Merci d'être là, à distance. Bonsoir. Le plan Trump, donc en 28 points, est très favorable à la Russie. Dans ce plan, la Crimée, Louhansk et Donetsk sont reconnus comme russes de facto. Je cite le plan. L'Ukraine doit également renoncer à son projet de rejoindre l'OTAN. Elle doit réduire son armée à 600 000 hommes. On va d'abord faire un point en images sur les réactions à ce plan Trump et le contre-plan proposé par les Européens avec Ludovic Defoucauld. Après un premier plan soumis par Washington mais jugé trop proche des revendications russes, délégations américaines et ukrainiennes ont co-signé un communiqué. Les deux parties ont convenu que les consultations avaient été très productives. Les discussions ont permis de réaliser des progrès significatifs vers un alignement des positions et la définition d'étapes claires pour la suite. Elles ont réaffirmé que tout accord futur devait pleinement respecter la souveraineté de l'Ukraine et instaurer une paix durable et juste. Le président ukrainien reconnaît que des points supplémentaires ont été ajoutés, qui concernent la libération de prisonniers de guerre ou le retour d'enfants ukrainiens enlevés par la Russie, mais pour lui, le compte n'y est toujours pas. Ce sont des étapes importantes, mais pour parvenir à une paix réelle, il faut plus, beaucoup plus. Quant aux Européens, ils ont formulé ce dimanche leur propre contre-proposition. Selon l'agence Reuters, les forces armées ukrainiennes seraient limitées à 800 000 soldats en temps de paix, contre les 600 000 prévus par le plan américain. Les négociations commenceraient à partir de la ligne de front actuelle, sans présupposer que certaines zones sont déjà russes. France, Allemagne et Royaume-Uni proposent aussi une garantie de sécurité similaire à l'article 5 de l'OTAN et une promesse de reconstruction et d'indemnisation de l'Ukraine par le biais d'avoirs russes. Il existe donc plusieurs plans, mais le Kremlin a identifié celui qui lui convient le mieux. En ce qui concerne les projets qui circulent, nous avons appris ce matin l'existence du plan européen qui est totalement contre-productif et inacceptable pour nous de prime abord. Monsieur Rubio a annoncé que les États-Unis étaient pleinement satisfaits des pourparlers de Genève avec les Ukrainiens. Réunis pour un sommet informel en Angola, les Européens tentent de convaincre le président américain d'amender des points qu'ils estiment trop favorables à Moscou. Donald Trump avait initialement donné jusqu'au 27 novembre à son homologue ukrainien pour répondre. Il a depuis ajouté que ce plan ne serait pas sa dernière offre. Jean-Maurice Ripert, on voit bien qu'il y a tout un ballet diplomatique intense depuis cette annonce du plan Trump. Est-il une base finalement de travail pour un futur accord de paix, ce plan en 28 points? Il n'y a pas de plan Trump. Il y a un plan Poutine présenté par Donald Trump. Et il n'y a pas de plan européen, il y a un contre-plan discuté, négocié par les Européens avec les Ukrainiens, une différence fondamentale,
et dont M. Rubio a dit en sortant, sauf erreur de ma part, de Genève, nous avons fait d'énormes progrès, je suis très optimiste. Donc, je ne sais plus très bien quel est le plan Trump. Donc, je ne sais pas s'il faut en revenir toujours au plan Trump, et plutôt, pourquoi pas, en venir au plan qui a été aux points qui ont été discutés à Genève par les Européens, les Ukrainiens et les Américains. Je pense que ça serait plus juste. Je vous le dis franchement, le plan Trump initial n'a aucune chance d'aboutir. Aucune chance d'aboutir parce que les Ukrainiens n'en veulent pas. Parce que c'est totalement inadmissible. C'est une capitulation ukrainienne. C'est la reprise intégrale de toutes les demandes russes depuis qu'ils ont envahi l'Ukraine. Mais est-ce qu'ils ont le choix, les Ukrainiens, justement, de ne pas accepter ou d'accepter ce plan, Valeria Formuntian? Grâce aux Européens, ils ont le choix parce que les Européens sont là et ils réaffirment de manière ferme face aux États-Unis que les décisions au sujet de l'Ukraine ne peuvent pas être prises sans l'Ukraine. Mais j'ai aussi entendu le discours de Zelensky à son peuple qui a dit on est face à une situation extrêmement grave. Oui, c'était d'une gravité exceptionnelle cette fois. Soit on ferme la porte et on laisse les clés à Poutine, soit on perd un allié du premier plan dans notre défense, la défense de notre territoire. Ce qu'il faut aussi remarquer... Parce que ça, ce sont justement les menaces de Trump, de ne plus aider l'Ukraine si vous n'acceptez pas le plan, de donner une deadline qui est jeudi pour Thanksgiving, demander à l'Ukraine d'accepter donc les conditions de ce plan. Sinon, il n'y aura plus de coopération en matière de renseignement. Donc on est encore dans du chantage. Là, il est sous pression tout de même, Zelensky. D'où sa gravité. Trump fait du chantage depuis ses premiers jours à la Maison-Blanche. On est dans la continuité du Trump. Et surtout, là, il y a encore plus de choses concrètes, c'est-à-dire, c'est pas uniquement à l'avantage de la Russie, c'est aussi à l'avantage des États-Unis. Donc, c'est un plan gagnant-gagnant Russie-États-Unis, sans les Européens et sans les Ukrainiens qui devraient, eux, ne faire que payer l'addition in fine. C'est totalement inacceptable et heureusement que l'Ukraine est soutenue par les Européens. Oui, mais Patrick Martin-Génier, quelle est la marge de manœuvre de l'Ukraine, finalement ? Bien, elle est très étroite, mais on voit bien que Volodymyr Zelensky, dans ce discours à la nation qu'il a fait, se trouve dans une situation inextricable, extrêmement critique. Il ne veut pas se mettre à dos les États-Unis. Il ménage Donald Trump en disant « Oui, Donald Trump va avoir un rôle très très important », mais en même temps, il ne pouvait absolument pas accepter ce plan de capitulation qui était celui de Poutine, parce qu'il s'agissait de céder des territoires, il s'agissait de rejeter la demande d'adhésion à l'OTAN, et puis il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est que ça ne concerne pas que l'Ukraine, ce plan 28 plans, qui est désormais descendu à 19 points, j'ai bien compris. Il est exigé de l'Europe, de l'OTAN, qu'elle retire des troupes, notamment dans les États baltes, et qu'on revienne aux frontières d'avant 1997. Et donc tout cela était absolument inacceptable. Et également ce fameux fonds d'investissement, où finalement tant les Américains que les Russes allaient se servir, et tout n'allait pas à la reconstruction de l'Ukraine. Donc Volodymyr Zelensky, politiquement, ne peut pas l'accepter, constitutionnellement non plus. Donc on est dans une situation complètement d'impasse. Olivier Weber, vous êtes d'accord, on est dans une impasse ou est-ce qu'il y a une petite chance qu'une contre-proposition européenne fonctionne? Là, on voit que la Russie a tout de suite dit non, d'ailleurs, à ces contre-propositions. Oui, parce que la marge de manœuvre, comme vous le disiez, est extrêmement limitée pour Zelensky. Il est affaibli en plus par cette affaire de corruption dont on parlera tout à l'heure par rapport à l'industrie énergétique avec la grande entreprise Energeatom. Corruption dans laquelle donc, ont trempé certains de ses proches, dont l'un qui a fui à l'étranger, Midnich. Oui, donc politiquement, c'est délicat. En même temps, évidemment, il ne peut pas capituler. Ce qu'on demande avec ce plan 28 redescendu à 19 points du côté américain, c'est une capitulation race campagne. Deuxièmement, qu'est-ce que veut Trump? Il veut une relation bilatérale, en fait, dans cette éventuelle négociation de paix, c'est-à-dire entre Washington et Moscou, dans laquelle ni les Européens ni les Ukrainiens seraient associés. Là, il y a donc une porte un peu entrouverte pour les Européens, c'est limité. Donc toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un nouveau plan de paix totalement extérieur au plan de Trump, ce qui est pratiquement impossible, ou est-ce que c'est un amendement de la part des Européens? C'est un peu limité, évidemment, mais la marge de manœuvre est là. Zelensky fait preuve de courage. Il sait qu'il est affaibli au niveau militaire, certes, mais aussi au niveau politique, avec l'affaire de corruption. En tout cas, il compte sur le soutien des Européens. C'est compliqué, évidemment. Ce qui est compliqué aussi, au-delà du format bilatéral, on va dire, entre Washington et Moscou, c'est la durée, donc la date imposée avec l'ultimatum de jeudi. Évidemment, on a vu
aussi Trump reculer dans ses rodomontades et dans ses propositions sur d'autres conflits ou d'autres affaires commerciales. Donc on peut penser évidemment qu'il y aura une sorte de négociation, mais espérons évidemment qu'elle sera surtout favorable, enfin pas trop défavorable aux Ukrainiens, parce que là, encore une fois, c'est une reddition, c'est une capitulation. Et on sait très bien du côté ukrainien, mais aussi du côté européen, que ne pas s'opposer par la force à Poutine, c'est lui permettre en fait d'avancer sur d'autres conflits par une guerre frontale ou surtout par une possibilité de guerre hybride. Alors, comment ce plan Trump a-t-il été préparé? Des discussions ont eu lieu à Miami entre Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, Steve Witkoff, donc son émissaire, et Kirill Dmitriev, le négociateur du Kremlin. Certains élus républicains ont affirmé d'ailleurs que ce plan était celui des Russes parce qu'il récompense l'agression russe. On va écouter le sénateur républicain Mike Rounds du Dakota du Sud qui émet justement un doute sur l'origine de ce plan. On l'écoute. Le gouvernement fédéral ou cette administration n'a pas été responsable de la divulgation de cette information sous sa forme actuelle. Mais nous pouvons aussi vous dire qu'à ce stade, ils veulent pouvoir l'utiliser comme point de départ pour comprendre quelles sont les exigences de la Russie. Jean-Maurice Ripper, c'est un élu républicain qui lui dit finalement c'est un plan russe concocté par les Russes. Alors évidemment, Marco Rubio a démenti en disant non, c'est bien un plan américain. Mais enfin, on voit bien que tout ça démarre en coulisses entre Witkoff, Dmitriev et Jared Kushner. C'est ça le démarrage. Bien sûr, et sur fond affairiste. Donc, si vous voulez, moi, à chaque fois, on revient sur l'histoire de la corruption. À Kiev, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens. Mais enfin, de quoi parle-t-on? On parle d'un régime russe qui vit de la corruption, par la corruption et pour la corruption, c'est-à-dire pour l'argent, depuis des décennies. Alors, sachons raison garder dans cette affaire. Et puis, deuxièmement, moi, je crois surtout, et ça, c'est important, il n'y aura pas de paix sans que les Ukrainiens donnent leur accord. Comment est-ce qu'on peut discuter de savoir s'il est acceptable de négocier un traité de paix sans le pays qui a été envahi? On parle du pays qui a été envahi. Qu'on puisse négocier un traité de paix sans l'accord initial de l'agresseur, pourquoi pas, à condition d'être. Mais il faut qu'ils discutent ensemble à un moment donné. Oui, mais écoutez, on ne va pas reprendre la litanie. C'est pas aux diplomates que je vais expliquer ça. Oui, mais moi, je ne fais pas partie des diplomates qui pensent qu'il faut toujours tout accepter. C'est pas parce que M. Trump dit aux Ukrainiens « vous avez perdu, donc vous devez capituler », parce que rappelez-vous ce qu'il y a dans ce fameux plan dit Trump. Il n'y a pas seulement l'annexion des territoires que les Russes considèrent comme russes alors qu'ils ne les ont même pas entièrement occupés. Il y a en plus, on en profite pour récupérer 4 autres régions de la zone grise et hop, on récupère tous les territoires que les Russes n'ont pas été capables de prendre après presque 4 années de guerre. Qu'est-ce que c'est que ce plan soi-disant américain? Dernier point, et pardon, et je crois que c'est fondamental, moi j'en reviens à ce qu'a dit Martin tout à l'heure, c'est que dans le plan américain, il y a des choses qui sont totalement inacceptables pour l'Europe. C'est un plan qui est dangereux pour l'Europe. Est-ce qu'on va accepter? Vous vous rendez compte qu'on s'est félicité? Certains se sont félicités parce que Russes et Américains ont dit « Bon, d'accord pour que l'Ukraine devienne un pays membre de l'Union européenne. » Et puis quoi encore? Et si les Européens disaient, alors nous, on va décider qui est membre de l'organisation de l'Union africaine ou de l'ASEAN, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous serions des petits nains traités finalement par M. Trump de la même façon que les Ukrainiens. Non, c'est inacceptable. L'Europe ne peut pas accepter ça. Et pardon, quand il s'agissait de s'opposer soi-disant au déploiement de l'OTAN en Ukraine, ça n'est pas l'OTAN. C'était le refus par les Russes de voir des troupes de pays membres de l'OTAN, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est encore pire. Avec une interdiction d'entrer dans l'OTAN. Ça, c'est aussi totalement spécifié dans rappelez-vous de l'histoire quand même. Je rappelle que l'Allemagne et la France, il y a quelques années, avaient voté contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Valéria Faure-Muntian, intéressant tout de même, je reviens un petit peu sur cette politique américaine, parce que c'est un peu l'espoir de Zelensky. À chaque fois qu'il va aux États-Unis, il va voir ses sénateurs qui, eux, en fait, soutiennent l'aide à l'Ukraine. Là, on a vu leur réaction. On a vu que Marco Rubio a dû un peu rétro-pédaler. Peut-être que c'est parce qu'ils sont là aussi au Congrès que Trump finalement exerce ce chantage mais revient un petit peu en arrière, devient peut-être un peu plus flexible. Les Ukrainiens comptent un peu sur ce Congrès américain?
Les Ukrainiens comptent sur le fait que les États-Unis soient une démocratie, ce qui est relativement une croyance utopiste à ce stade, parce que Trump se permet des choses en oubliant qu'en fait il a des contre-pouvoirs et qu'il y a une démocratie et qu'il y a des décisions qui se prennent collectivement et qu'il n'est pas omniscient et qu'il ne peut absolument pas tout signer à la place de tout le monde. Donc évidemment, c'est le seul espoir que les Ukrainiens aient aujourd'hui, parce que les sorties de route verbales de Trump sont agressives à l'égard des Ukrainiens, sont dangereuses et posent plus de difficultés, si vous voulez, au moral, et mettent plus de coups au moral des Ukrainiens qui défendent leur territoire en avant ou en arrière-plan que la guerre elle-même. En fait, le moral des troupes fait le yo-yo en fonction des déclarations du premier, ou en tout cas ce qu'ils considèrent le premier, alors que c'est faux, c'est l'Europe le premier allié financier aujourd'hui de l'Ukraine, mais c'est celui qui fournit les armes que nous n'avons pas, et nous, on les finance aux États-Unis. Les Américains sont que gagnants dans toute cette affaire financièrement à ce stade, et ils essaient quand même, avec leur espèce de plan Marshall, se récupérer, parce que c'est 28 points, hein, il y en a au moins 5 où ça rapporte de l'argent aux États-Unis in fine. On va revenir d'ailleurs à la façon dont ils disent vouloir utiliser les avoirs russes gelés. Les Européens hésitent, mais les Américains, ils hésitent beaucoup moins. Qui sont en Europe. Qui sont en Europe, oui. Donc ils utilisaient en fait à leur profit. Un mot justement sur ces divisions, peut-être du côté américain, Patrick Martin-Génier. J'ai l'impression, alors soit ils se font manipuler, ce que je pense également, soit c'est d'un grand amateurisme. Et c'est grave ce qui se passe, parce qu'il y a eu une réunion d'ambassadeurs de l'OTAN à Kiev, c'était vendredi, et on a eu un secrétaire d'État aux armées, Dan Cristol, je crois, il s'appelle, qui a essayé de convaincre les ambassadeurs qu'il fallait avaler cette couleuvre. Et cette réunion, selon des mots de certains ambassadeurs, a été complètement cauchemardesque, parce qu'on leur demandait d'approuver un plan dont il n'avait jamais eu communication. Donc ça veut dire quoi? Vous parliez tout à l'heure, il faudra que... Oui, ça veut dire quoi? C'est grave. Ça veut dire aussi que Trump n'a strictement rien à voir de la souveraineté ukrainienne. Il se fiche également de l'Europe. Ce qu'il veut, c'est son plan. Et enfin, il fait du business. N'oublions pas, on parlait de ce fonds commun Russie, États-Unis. N'oublions pas qu'il avait signé un accord sur les minerais rares. Donc, à chaque fois que vous avez Trump quelque part, il y a du business derrière. Et ça ne correspond pas forcément nécessairement aux besoins de l'Ukraine. Oui, la partie financière du plan, puisque justement on en parle, Olivier Weber, qui prévoit donc d'utiliser les avoirs russes gelés. Ça fait partie donc des points du plan Trump. Les Européens voudraient utiliser ces avoirs russes gelés comme garantie d'un prêt de 140 milliards d'euros pour les réparations à l'Ukraine. Et bien là, il est prévu qu'il y a 300 milliards d'avoirs russes gelés, que Washington en prendrait 100 milliards pour un investissement américano-ukrainien qui donnerait la moitié de ses profits aux États-Unis. Les derniers 100 milliards irait sur un fonds cette fois américano-russe, donc toujours pour aller dans la poche aussi des Américains et des Russes, et l'Europe en prendrait 100 milliards. Voilà en fait l'un des points de ce fameux plan Trump, alors que les Européens tergiversent toujours sur justement l'utilisation de ces avoirs gelés, ces avoirs russes gelés. C'est un petit peu, je dirais, ubuesque, non ? Oui, c'est ubuesque, mais il y a deux choses évidemment dans le plan de Trump. Il y a le côté éminemment lucratif, vous l'avez dit, c'est du business, c'est un accord avec des rétrocessions, on va dire, évidemment, sur les avoirs gelés, mais pas que, évidemment. Donc, il y a effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, un accord gagnant-gagnant pour Washington et pour Moscou. Ce qui peut faire reculer Trump, deuxièmement, c'est cette ruade, on va dire, de quelques sénateurs, mais pas simplement, aussi des élus du Congrès américain du côté républicain, donc du propre camp de Trump, qui ne sont pas d'accord sur l'origine, évidemment, de ces propositions en 28 points ou 19 points, faisant bien sûr la part belle à Poutine. D'ailleurs, ce que disait le New York Times il y a quelques heures encore, le New York Times disait, mais il y a quelqu'un qui est silencieux, c'est Poutine, il observe, il regarde, il attend. Après, la deuxième dimension, c'est le côté, comment dirais-je, faiseur de paix de la part de Trump, encore une fois, qui veut rajouter un élément dans sa besace de futurs candidats. Ça va se décider dans les semaines et mois qui viennent, surtout entre décembre et février, pour être donc candidat au prix Nobel de la paix. Et donc, il se targue d'avoir déjà résolu quelques conflits, Arménie, Azerbaïdjan, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et si on regarde de près, ce sont des accords qui ne tiennent pas tellement la route parce que c'est fait à la va-vite, etc. Là, il y a un coup de force, effectivement. Ce qui est dommage, c'est que le temps jouerait paradoxalement plutôt contre le temps économique, contre la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet cumulatif des sanctions
sanctions, quand même, ça fonctionne depuis 2022. Deuxièmement, il y a quand même une perte assez importante de la part de la Russie pour ses revenus pétroliers. Non seulement les sanctions, mais vous savez, tout ce qui est touché actuellement par les drones, les missiles ukrainiens, avec beaucoup d'efficacité. On parle à peu près de 30% des raffineries de pétrole en Russie, donc qui sont en état soit de non-fonctionnement, soit très délabrées à cause de ces frappes. Et puis, troisièmement, Moscou parle d'augmenter les impôts pour la population russe, donc pour l'effort de guerre. Donc, c'est un peu dommage, et il y avait un papier très intéressant de la part du Wall Street Journal il y a un petit moment déjà, disant qu'évidemment c'est un peu contre-productif du côté de Trump que de ne pas croire en l'effet cumulatif de ces sanctions. Donc il veut jouer un petit peu la montre, il veut lui aller très vite, c'est un coup de force, et c'est aux Européens de dire non. Non, nous sommes là, il n'y a pas de paix possible évidemment sans l'entrée à la table des négociations des Ukrainiens et sans la présence des Européens avec de très très fortes garanties au niveau de la sécurité. Alors, le rôle de l'Europe, on va écouter Frédéric Merz. Voilà ce qu'il en a dit, le chancelier allemand. Les intérêts de l'Ukraine sont aussi les intérêts communs de l'Europe. Et nous voulons les défendre ensemble sur le long terme. Cela signifie que l'Ukraine ne doit pas être contrainte de faire des concessions territoriales unilatérales. L'Ukraine doit continuer à pouvoir se défendre efficacement contre l'agression à l'avenir. Et pour cela, elle a besoin de forces armées solides et de garanties de sécurité fiables de la part de ses partenaires. Les Européens qui sont présents en ce moment en Angola pour un sommet Europe et également Union africaine. Monsieur l'ambassadeur, justement, quelle est vraiment la marge de manœuvre des Européens? On a l'impression qu'ils parlent de 2 points. La ligne de contact actuelle doit être le point de départ des négociations, disent-ils. Et l'autre dispositif, ça serait sur les garanties de sécurité, puisque là, le plan Trump est flou. Est-ce que là aussi, il y a une vraie marge de manœuvre? Oui, ce serait le point de départ pour la négociation d'un cessez-le-feu. Ça ne veut pas dire qu'on valide l'occupation par les troupes russes des territoires. Déjà, c'est très différent. Juste un point sur ce que vous avez dit sur les avoirs. L'Europe ne tergiverse pas. Elle a pris une décision. Il se trouve simplement sur les avoirs que les Belges, oui, sur les avoirs gelés, oui. Les Belges qui sont au centre du dispositif, puisque c'est la Banque nationale belge, je crois, ou une autre banque nationale belge qui détient, qui a la clé du coffre, si j'ose dire, a besoin de trouver la façon juridique de le faire. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un accord. Ils veulent plus de garanties. De principe. Et je rappelle aussi que cet argent, du point de vue européen, ne servira pas qu'à financer la reconstruction, mais pourrait aussi servir à acheter des armes éventuellement en Europe. Mais ont-ils vraiment décidé, Jean-Maurice Ripper? Parce que là-dessus, ils ont l'air encore divisés. Est-ce qu'ils signent pour une utilisation de ces avoirs russes? On peut passer son temps à dire que l'Europe n'avance pas. Moi, je ne le crois pas une seconde. L'Europe avance, elle n'avance pas vite. Donc elle va les utiliser. C'est compliqué, on va y arriver. Il y a un an, ça paraissait impossible. Mais non, mais souvenez-vous de ce qu'on disait il y a un an. Aujourd'hui, tout le monde dit l'Europe est la meilleure garantie des Ukrainiens. Je viens de l'entendre sur ce plateau. Bien, on a fait des progrès. Ça prend du temps. Regardez quand même ce qui a été discuté, négocié entre le président Zelensky et le président Macron. C'est symbolique du fait que l'Europe est en plein engagement. Regardez ces achats d'avions suédois. Et puis, du côté américain, n'oublions jamais quand même aussi que indépendamment de quelques sénateurs républicains, vous avez quand même un certain lobby au Pentagone et chez les marchands d'armes américains qui commencent à s'inquiéter. Parce que je crois, mais là je parle sous le contrôle de peut-être Olivier, c'est ça mieux que moi, il n'y a pas de plan de fourniture d'armes à long terme voté par M. Trump. Ce que les Américains sont en train de livrer, ce sont les dernières livraisons décidées par le président Biden. Donc quand il menace de supprimer l'aide militaire, je ne sais pas très bien de quoi il parle. Sur le renseignement, c'est clair. Mais sur les armes, je ne sais pas ce qu'il a promis. Enfin, moi, je ne suis pas au courant, là. Il a pas pris d'engagement nouveau depuis son arrivée. Et justement, il menace de retirer ce dont il n'est pas décisionnaire. Je reviens au fait qu'il n'est pas autocrate. Enfin, en tout cas, les États-Unis ne le sont pas pour le moment. Mais quelles sont ces contre-propositions sur la ligne de contact, Valériane Faure-Muntian? Est-ce que quand les Européens parlent de ligne de contact, ça veut dire on négocie à partir de cette ligne, on va regarder la carte, de présence des Russes à l'Est? La ligne de contact, c'est là où on considère que les deux armées se font face. Alors, elle peut être plus ou moins large en fonction de où se trouvent les hommes et l'artillerie. Donc, il y a des zones, des no man's land entre les deux fronts.
ou le front. Et c'était déjà le cas en 2014. Hein. Souvenons-nous, on avait déjà une ligne de contact. Donc il y avait une présence soi-disant des séparatistes, mais en fait de l'armée russe en Ukraine. Et on avait l'armée ukrainienne régulière qui était présente en face. Donc la ligne de contact, c'est vraiment là où les deux armées se font face. Et elle peut faire quelques centaines de mètres, comme elle peut faire plusieurs kilomètres de large, cette ligne de contact. On ne parle pas de largeur, pas en longueur de la frontière, mais bien en largeur, en fonction à quel point ils sont en combat rapproché. Et les Ukrainiens acceptent de négocier autour de cette ligne. Le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, parce que tout de même, tout le monde le dit, les négociations préalables à d'éventuelles négociations territoriales, parce que même M. Zelensky, au final, n'est pas contre, mais c'est d'abord un cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu, c'est la première étape. Un cessez-le-feu avec des garanties de sécurité dont vous parliez tout à l'heure. Ça nous ramène à la coalition des volontaires que veut envoyer Keir Starmer, le Premier ministre britannique, le président français Emmanuel Macron. Donc voilà, tandis que là, bien évidemment, des négociations territoriales ne peuvent pas intervenir sans cesser le feu. Et enfin, c'est vrai qu'on ne parle pas de la Crimée, mais beaucoup d'experts estiment que la Crimée de facto est russe depuis 2014 et que l'Ukraine ne récupérera pas la Crimée. Donc on voit bien que là, c'est inextricable. Donc ça, c'est une concession que les Ukrainiens seraient prêts à faire. Et alors je ne sais pas, ça fait partie éventuellement. Mais attention, il y a des artifices juridiques. Hein. Moi, je suis juriste, je sais les artifices juridiques qu'on peut faire avec les diplomates. C'est-à-dire que sans reconnaître de jure, comme on dit en droit, une annexion, de fait, de facto, eh bien, certaines parcelles, certaines partie du territoire pourrait être gelée. Ça devient un conflit gelé voilà. comme pour l'Ossétie du Sud en Géorgie. Voilà. Oui. Donc, éventuellement, bon, je sais que certains n'aiment pas la comparaison, mais comme Chypre, la partie Chypre qui est occupée depuis 50 ans, officiellement, ça n'a jamais été reconnu, ce qui n'a pas empêché l'autre partie de l'île d'adhérer à l'Union européenne. Et ça, c'est un espoir pour l'Ukraine, parce que les négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, la Russie n'a pas à s'y opposer, mais c'est plutôt bien avancé, puisqu'il y a un processus d'adhésion de ce pays à l'Union européenne. Oui. Vous êtes d'accord? Non, je suis assez d'accord. Oui, ça risque d'être un conflit gelé. Mais c'est vrai qu'en disant ce qu'il a redit hier, je crois, le président Zelensky, qu'aucune discussion territoriale ne peut avoir lieu avant un cessez-le-feu. Mais ça veut dire qu'elles peuvent avoir lieu avec un cessez-le-feu. Ce qui est fondamental, c'est que c'est le contraire, et c'est pour ça que ce serait important si c'est soutenu par les Américains, c'est le contraire de la thèse russe qui dit il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que vous n'aurez pas accepté mon plan de paix à moi, russe. Oui. Donc ça change quand même tout. Mais les Américains n'ont pas accepté pour l'instant du tout ce qui est en train de se passer du côté de la contre-proposition des Européens. Ceci dit, il n'y a plus d'ultimatum jeudi parce que Donald Trump a dit que ce plan pouvait de nouveau être travaillé. Donc on peut considérer d'ores et déjà qu'il n'y a plus cet ultimatum. Il est revenu sur l'ultimatum de Thanksgiving. Il avance et puis il rétropédale, c'est l'habitude de politique et géopolitique de Trump. Là où Zelensky a raison, entre guillemets, c'est que sans le cessez-le-feu, il ne peut pas avoir de processus démocratique quelconque, il ne peut pas avoir de retour d'électeurs, parce que près de la moitié des électeurs ukrainiens se trouvent hors les frontières. Il ne peut pas avoir de négociation. Et donc, ce cessez-le-feu est fondamental pour pouvoir engager toute discussion sur un plan de paix. Et ça, là-dessus, les Européens le soutiennent fortement, alors que la Russie, elle l'estime. Mais comme elle l'a fait en Crimée, quand il y a eu l'annexion de la Crimée, je vous rappelle qu'il y avait des militaires en armes dans les rues et il y a eu un soi-disant processus démocratique. Il faut arrêter. Ça, c'est absolument impossible. Quand les bombes sifflent, les gens ne peuvent pas aller voter. Donc, s'il doit avoir un référendum, par exemple, parce que Zelensky doit consulter son peuple sur un plan de paix, il ne peut pas le faire avec les bombes qui sifflent. C'est pas possible. Olivier Weber, mais pour l'instant, les Américains n'ont pas dit oui à un cessez-le-feu. Ils sont là, quand on voit ce plan Trump, qui quand même reste la base, et puis les contre-propositions européennes qui sont plutôt sur les garanties de sécurité, dont vous dites qu'il faut qu'il y ait un cessez-le-feu absolument. Pour l'instant, les Américains ne l'acceptent pas. Donc, comment ça peut progresser véritablement avec les contre-propositions européennes? C'est une question de rapport de force et de négociation entre les Européens et les Américains. Là, la délégation américaine à Genève a laissé entendre qu'on pourrait aller un peu plus loin que jeudi pour les négociations. Donc, ça veut dire au-delà de l'ultimatum. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, oui, il y aura un processus d'abord de gel sur le front,
donc de cessez-le-feu et après de négociation. Alors que la partie russe dit oui, on veut une négociation tout de suite, une acceptation de nos revendications et surtout le contrôle des territoires qui ne sont même pas sous notre contrôle. C'est-à-dire en fait aller au-delà des parties des oblasts, des régions donc, qui ne sont pas encore occupées donc, par la Russie. Donc c'est totalement illogique. Les Européens ont un rôle à jouer, mais de quoi il s'agit finalement? Il s'agit du côté ukrainien, du côté européen, de sauver deux choses. À savoir, c'est évidemment ne pas trop agacer les Américains pour ne pas priver les Ukrainiens des futures livraisons d'armement qui sont encore en cours. Et puis deuxièmement, surtout cette épée de Damoclès qui serait donc la cessation de la livraison du renseignement américain. Et sans renseignement américain, évidemment, les Ukrainiens seraient totalement aveuglés, déjà dans un ciel qui n'est pas maîtrisé par eux, parce qu'ils n'ont pas encore la chasse, l'aviation dont il faudrait, avec les avions suédois qui ne sont pas encore livrés, et les promesses de livraison d'autres avions, compris Rafale, mais qui vont mettre des années à venir. Et donc ça, c'est absolument central. Après, les Ukrainiens disent il faut attendre au moins, il faut tenir au moins jusqu'au printemps. Au printemps, ça ira mieux pour différentes raisons, y compris financières, livraison d'armement, mais aussi climatiques. Et là, c'est important. Donc, les Européens jouent un peu sur le temps, mais évidemment, il n'est pas question d'accepter les propositions américaines qui sont extrêmement rigoureuses, mais surtout favorables à la Russie. Il y a une marge de manœuvre, elle est faible, mais je crois surtout qu'il serait intéressant pour les Européens, au-delà d'un contre-plan, de proposer un autre plan de paix qui soit évidemment, qui intégrerait certaines des revendications américaines, mais pas toutes, évidemment. Mais c'est intéressant justement ce que vous venez de dire, Jean-Maurice Ripert. Pourquoi est-ce que les Européens n'ont pas pris un plan de paix ou mis en place un plan de paix? Ils ont quand même utilisé, c'est ce qu'ils ont dit juste après, comme base d'un plan de paix, ce fameux plan Trump de 28 points, totalement inacceptable pour l'Ukraine. Pourquoi? Écoutez, le moins qu'on puisse dire d'abord, c'est que M. Trump est sensible à la flatterie. Donc il faut dire qu'on prend son plan juste mais pour flatter. C'est ce que j'entendais quelqu'un sur un autre plateau cet après-midi dire on commence par dire Trump c'est formidable, Trump il est génial, vraiment c'est épatant. Et puis après on passe à autre chose et on travaille sérieusement. Vous n'imaginez quand même pas que l'Europe, et là ce serait même, puisque nous parlons sécurité de l'Europe, on ne parle pas seulement de la sécurité de l'Ukraine, faut quand même toujours le rappeler. Nous, on doit aussi se prémunir pour l'avenir, et si nous constatons avec regret que M. Trump a fait une croix, ou tente à faire une croix, ou aimerait faire une croix sur les relations transatlantiques, ce n'est pas le cas de l'Europe. M. Trump, il passera. Moi, je crois aussi à la démocratie américaine, même si en ce moment, c'est compliqué. Donc, les Européens doivent quand même ménager des Américains qui sont leurs alliés et on aura besoin de l'OTAN d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et on sait notre faiblesse, Olivier a évidemment raison, en matière de renseignement. Tout le monde le sait, c'est notre grande faiblesse et donc on ne peut pas se passer... Avec un plan comme celui-là, Trump abandonne l'Europe... Avec celui qu'il proposait, il abandonnait l'Europe, oui. Totalement. Et c'est pour ça que c'est pas mauvais d'y aller step by step. Marco Rubio est rentré avec des aménagements quand même extrêmement importants, parce que quand même, si vous regardez dans le détail les amendements que les Européens proposent au plan Trump, c'est quasiment donc il y a ces lignes toute la structure du plan contact. Trump qui est par terre, en réalité. Mais est-ce qu'elle a eu l'aval véritablement des États-Unis? Moi, je constate quand même que Trump n'a pas tweeté, alors qu'il a le tweet facile, sauf erreur de ma part, sur l'armée ukrainienne, depuis le retour de Rubio à Washington. Sur l'armée ukrainienne, au lieu d'avoir 600 000, ça c'est ce que demande le plan Trump, on passerait à 800 000 soldats. Ça serait suffisant, ça? Alors le plan Poutine, en l'occurrence, veut qu'il n'y ait plus de militaires du tout et plus d'armée du tout en Ukraine. 600 000, ça c'est le plan Trump. 800 000, ce serait le plan européen. Européano-ukrainien. Européano-ukrainien. C'est déjà plus acceptable d'après les Ukrainiens, sinon ils n'auraient pas permis aux Européens de mettre ce point à la ligne. Mais en l'occurrence, un plan ukrainien soutenu par l'Europe et un plan européen ont d'ores et déjà été proposés. Il y a plusieurs mois de ça. La Grande-Bretagne et la France discutent des garanties de sécurité depuis des mois et on fait des propositions. C'est juste que jusque-là, on a été totalement ignoré par les États-Unis alors que la Russie a dit à chaque plan qui n'était pas proposé par la Russie, c'est no way. On ne veut pas en entendre parler, c'est totalement inacceptable, comme pour la contre-proposition européenne aujourd'hui. Et aucune acceptation du côté américain non plus. Les Américains, ils veulent la fin de la guerre. Pour avoir la fin de la guerre, il faut dire amen à tout ce que veut la Russie. Et pour dire amen à tout ce que veut la Russie, il faut mettre la pression sur l'Europe et l'Ukraine. Des fois, pendant quelques semaines, Trump oublie qu'il n'est pas capable de mettre la pression à ce point-là, et donc il nous remet la pression. Et on lui rappelle qu'en fait, on est des pays souverains,
et qu'on ne peut pas faire comme il veut. Et ça recommence. Et donc, ce festival dure depuis qu'il est à la Maison-Blanche. Et c'est un énième plan qui ne changera pas grand-chose, à mon sens. Ouais, énième plan qui ne changera pas grand-chose. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Valérie Faure-Brutian? Parce qu'en plus... Pourtant, il avait l'air élaboré, 28 points, attendez, fait en coulisses. Non. Il y avait un semblant de sérieux. Witkoff, le négociateur russe à Miami. Jared Kushner, si j'ai bien compris. Non, mais qu'est-ce que vient faire Jared Kushner là-dedans? Je veux dire, c'est le gendre de Trump. C'est quelqu'un... Voilà, c'est son un gendre. bon homme d'affaires. C'est un businessman. Là. Autant il pouvait être légitime pour d'autres questions. On a vu au Proche-Orient, il est extrêmement présent, même compris au premier mandat Trump. Mais là, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ce ne sont pas des diplomates chevronnés, c'est de l'amateurisme. On a voulu imposer un plan et ça se trouve, Trump, à la fin de la semaine, il va tout envoyer balader. Il va dire finalement, je n'y arrive pas, donc on va laisser l'Ukraine comme ça. Exactement. Et puis on reviendra exactement au point zéro. Rappelez-vous quand même... Mais ça, c'est un vrai risque que l'abandon côté américain soit total. C'est-à-dire que là, on est dans la menace, dans le chantage. S'il décide demain qu'il n'y a plus de renseignements partagés, c'est pas l'Europe qui pourra se substituer, malgré les bonnes volontés européennes, mais on annonce quand même demain, il y a des rumeurs comme quoi Volodymyr Zelensky se rendrait à la Maison-Blanche, et on imagine une nouvelle réunion comme celle qui a eu. Voilà, vous vous rappelez tous ces leaders européens face à Trump dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, parfaitement ridicule, parce que toute l'Europe y va unie, et en fin de compte, Trump n'a strictement rien à faire de ce que pensent les Européens. Parce que c'est ça le danger, s'il y a un abandon total des États-Unis. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais encore une fois... On y va quand même tout droit, là, on a l'impression. Il y a un processus qui a démarré. Il a mal démarré, il est en train de reprendre peut-être une direction plus intéressante, en tout cas du point de vue des intérêts ukrainiens et des intérêts européens. Attendons de voir ce que ça va donner. Quant à Trump, la difficulté, on oublie toujours de le mentionner, c'est quand même son caractère. Souvenez-vous, il y a 3 semaines encore, je reviens à ce que disait Olivier sur l'énergie, il menaçait l'Inde et la Chine des foudres absolues, de les surtaxer à 200% s'ils continuaient à acheter du pétrole russe. Et puis dans le fameux plan Poutine américain, il proposait de lever les sanctions. C'est tout à fait extraordinaire. Mais ça, il l'a proposé à un moment donné. Donc ce qui compte, c'est qu'il y a un processus en cours. Moi, je retiens, pour être positif, qu'encore une fois, du côté de Washington, pour l'instant, ça fait que 24 heures, il n'y a pas eu de refus des propositions européennes de modification du plan américain. Vous restez optimiste, on va voir. Jean-Maurice. Non, mais c'est aussi, Stéphanie, c'est aussi que une négociation, ça demande des efforts de la diplomatie, ça prend du temps. Il n'y a aucun plan qui puisse tomber du ciel. Marco Rubio est un bon diplomate. Ça, je ne sais pas. Il m'a surpris, pour être honnête, plutôt en bien, parce que depuis le début du mandat Trump, il avait plutôt tendance à répéter comme un perroquet ce que disait M. Trump. Et là, il a pris ses risques, apparemment. Olivier Weber, est-ce que ce plan divise l'Europe? Ces contre-propositions, elles sont vraiment européennes? C'est ce que veut, en fait, Poutine. Voilà, c'est ce que veut Poutine absolument, c'est non seulement terroriser la population civile ukrainienne avec ses bombardements sur les structures hospitalières. Je rappelle qu'il y a au moins 1400 structures hospitalières, cliniques, dispensaires, hôpitaux qui ont été bombardés sciemment par la Russie depuis la guerre. Donc, et deuxièmement, diviser les populations européennes. On l'a vu avec le sabotage aussi en Pologne, avec les affaires des drones au Danemark ou ailleurs, etc. Après, ce qui est intéressant, là je suis d'accord avec Jean-Maurice Ripert, qui connaît bien évidemment l'aspect multidimensionnel d'une négociation. Or, Trump, pour l'instant, est dans le bilatéral. Mais il ne peut pas rester seul là-dessus. Les Européens se font entendre, ça c'est intéressant. Et puis deuxièmement, la logique commerciale, qui est une logique, pourquoi pas, la logique du business à la Trump, est quand même court-termiste. Ce que je vois, et je suis d'accord sur le côté un peu optimiste de la chose, c'est qu'il y a une dynamique qui se crée. On va changer de format, comme on dit en diplomatie. On va passer dans le multilatéral. Et là, c'est à l'Europe de se faire entendre, y compris quand même par un rapport de force. Alors pas militaire, évidemment, par rapport à cet allié ou ancien allié américain, mais y compris au niveau diplomatique, au niveau économique, etc. L'Europe, c'est quand même 450 millions d'habitants. Trump ne peut pas ignorer, d'une part, l'Europe, et Trump ne peut pas ignorer non plus ce début de rodomontage qu'il y a eu dans son propre camp, du camp républicain. Donc ça va évoluer, c'est intéressant, il y a un processus plutôt évolutif auquel on assiste depuis quelques jours. Il veut forcer le destin, mais il peut revenir en arrière sur des points d'une part, et deuxièmement sur l'ultimatum. Donc c'est plutôt, je dirais, favorable si Zelensky arrive à manœuvrer dans cet étroit corridor, on va dire. Est-ce qu'il ne joue pas autant que les Russes, Donald Trump, sur les divisions de l'Europe
Jean-Maurice Ripert, on a quand même cette impression. Non, je pense qu'il s'en moque complètement. Je pense qu'il a une vision de l'Europe. Nous sommes des petits nains, nous n'avons fait aucun effort. Nous sommes des profiteurs. Nous sommes des profiteurs, nous n'avons que ce que les nous Européens. méritons. Je crois que... Et jamais les États-Unis ne se réengageront, je l'ai promis à mon peuple maga. C'est fini tout ça, débrouillez-vous tout seul. Et en même temps, l'Europe ne peut pas se passer des États-Unis. Ça reste quand même... Mais les États-Unis non plus, pardon, c'est important ce qu'a dit Olivier. L'Union européenne, c'est quand même le premier partenaire des États-Unis. C'est pas la Chine le premier partenaire des États-Unis, c'est l'Europe. Il faut quand même, lui qui aime le business, il le sait. Et en tout cas, ses hommes d'affaires le savent. On est étroitement liés économiquement parlant. Trump a décidé de tuer le multilatéralisme quand il est revenu à la Maison-Blanche. Il ne veut négocier qu'en one-to-one. Le fait que les Européens soient un bloc, malgré nos petites divisions en interne, on reste un bloc. Ça le gêne. Enfin, bloc, oui, enfin, on n'est pas très unis. Il y a toujours... La Hongrie, par exemple, ne signe jamais. Oui, mais quand il s'agit d'Ukraine, ça va. On arrive quand même à tenir à peu près la ligne et ça le gêne beaucoup. Pardon, mais là-dessus, la coalition des volontaires, c'est horrible ce que je vais dire. C'est au-delà de l'Europe, ça, pour le coup. Attention. Un certain nombre de divisions n'ont pas forcément d'impact. Excusez-moi, le poids militaire ou le poids en matière de sécurité de la Slovaquie, de la Hongrie, no offense pour ces peuples que j'aime beaucoup et que j'ai visités plusieurs fois, vous savez, ça ne compte pas beaucoup par rapport à une coalition où vous avez le Canada, l'Australie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. quand même, l'Italie. Un mot de conclusion, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Vous êtes optimiste ou pas? Vous disiez, ça a l'air d'être encore un plan qui va ne servir à rien. Ça ne changera pas grand-chose. Poutine se sert de la faiblesse temporaire de Zelensky avec cette affaire qui est une non-affaire par rapport à tout ce qu'il y a en Russie comme corruption, en effet. Et donc, à chaque fois qu'il y aura un petit coup de faiblesse politique pour Zelensky, à chaque fois, il va tenter le coup. Donc, ça veut dire la guerre continue, c'est ça que ça veut dire? La guerre continue. Moi, je suis plutôt, on va dire, modérément pessimiste, on va dire, parce qu'on sait très bien que de toute façon, on est en train de discuter entre Européens, Ukrainiens, Américains, mais l'échiquier maître là-bas, c'est Poutine. Et tant que Poutine voudra continuer la guerre et vassaliser l'Ukraine, il va continuer, d'autant plus qu'il continue à avancer progressivement sur le terrain. Jean-Maurice Ripert. Pas mieux. Pas mieux. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Et le temps ne joue pas pour Poutine, plutôt vous disiez le temps pas du tout, joue parce pour les qu'encore Ukrainiens. une fois, alors là, revenons aux fondamentaux. En 4 ans de guerre et plus de 200 000 morts, les Russes ont gagné 5% ou 6% du territoire ukrainien. Olivier Weber, un peu d'optimisme ou pas sur ces négociations? Optimiste sur une éventuelle ouverture de ces négociations, mais en tout cas, évidemment, ça a été dit, sur le terrain, c'est le résultat du rapport de force. Les Ukrainiens vont résister jusqu'au bout. Ils vont peut-être perdre encore 1 ou 2 ou 3% du territoire, mais à quel coût au niveau ressources humaines et au niveau ressources économiques pour la Russie? Donc, ils vont tenir effectivement, et pas question de capituler pour eux avec Zelensky ou sans Zelensky. Merci Olivier Weber, Patrick Martin-Génier, Valéria Faure-Muntian. Merci beaucoup Jean-Maurice Ripert d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.